Donc, nous passons à présent à Rita Maria Ouazani, donc notre astrophysicienne. Mais avant de vous la présenter plus officiellement, je dois vous dire quelque chose. C'est que j'ai connu cette brillante astrophysicienne quand elle était bébé. Et c'est une amie d'enfance de mon fils, Aris, qui doit la suivre là. Et donc, nous la retrouvions chaque année en bord de mer au Maroc. Et je la revois, j'ai l'image d'elle, dès l'âge de 5 ou 6 ans, en train d'observer les étoiles dès qu'il y avait un télescope dans le coin. C'est l'image qui m'est restée d'elle. Donc, je suis à la fois fière et émue de la recevoir aujourd'hui en tant qu'experte et astrophysicienne. Et vous me permettrez donc de la tutoyer, parce que je ne vais pas arriver à la vous voyez. Voilà. Donc, Rita, tu es donc astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, le LESIA, à l'Observatoire de Paris. Ton domaine de recherche est la physique stellaire. Tu t'intéresses au cœur des étoiles, comme je disais tout à l'heure, tel qu'il peut être révélé par l'observation des oscillations stellaires. En tant qu'astronome adjointe depuis 2018, tu travailles sur l'interprétation des données des télescopes spatiaux afin de déterminer la structure interne des étoiles et son évolution. Tu enseignes également la physique stellaire et tu es co-responsable d'un diplôme d'université. Enfin, tu es très impliqué dans la préparation de la prochaine mission spatiale de détection et de caractérisation des systèmes exoplanétaires de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, la mission Plateau. Inutile de vous dire que tout ça, je le lis, hein, parce que sinon, je m'y perdrais. Tu es membre de l'association Femmes et Sciences, de la commission Femmes en astronomie de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, et tu es également la fondatrice du groupe Femmes de l'Observatoire de Paris. C'est-à-dire que tu es engagée dans la lutte contre les discriminations liées au genre. Eh bien, Rita Maria Ouazani, nous t'écoutons pour 10 minutes. Merci beaucoup, Jocelyne. Et je ne cache pas mon émotion d'être parmi vous aussi, parce que Jocelyne m'a fait l'amitié de m'inviter. Alors, je vais partager mes transparents, parce que j'ai un petit support un peu pour illustrer un petit peu mon propos. Donc voilà, je me suis permise d'emprunter le titre de l'événement, hein, la tête dans les étoiles, parce qu'il se trouve que c'est précisément l'objet de mes recherches, les étoiles, et même très particulièrement, comme l'a dit Jocelyne, l'intérieur des étoiles. Donc je suis physicienne stellaire, et à ce titre, on peut dire que j'ai bien la tête dans les étoiles. Alors, qu'est-ce que la physique stellaire? C'est un domaine de l'astrophysique qui a pour objet l'étude des étoiles. Et les étoiles, il faut savoir, c'est les constituants de base, les briques élémentaires de l'univers. Alors, la première image qui vient en tête quand on pense à l'univers, pour beaucoup de gens, c'est une image du ciel, un petit peu comme celle que j'ai mise ici en fond. En réalité, l'univers, à très, très grandes échelles, ça ressemble plutôt à ça. Alors, ce n'est pas une observation, hein, c'est une simulation, c'est un modèle théorique de l'univers à très, très grande échelle, et qui représente ces structures, ces filaments en réalité, ce sont des filaments de matière noire qui contiennent notamment des super amas de galaxies. Donc, qui sont concentrés ici sur ces nœuds. On note aussi la présence de ces taches sombres qui montrent en fait la présence de grands vides qu'on appelle aussi des vides cosmiques. La barre blanche ici, ça indique un petit peu les distances, les dimensions spatiales de ces structures. Donc cette barre blanche, elle représente 400 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que pour passer de ce point-ci à ce point-là, la lumière met 400 millions d'années. Donc, c'est des structures qui sont absolument colossales. Pour exemple, pour comparaison, entre le Soleil et nous, la lumière met 8 minutes à nous arriver. Hein. Donc, c'est colossal. Alors, si on zoome ici sur un petit nœud de filament, en fait, on peut voir que il y a ce qu'on appelle ici un super amas de galaxies, c'est encore des très grandes structures. Et si on se focalise davantage sur une petite région
comme ici, on se retrouve à l'échelle des amas de galaxies. Hein. Ceci, c'est une structure dans laquelle les galaxies sont liées par la force gravitationnelle. Et chaque point lumineux ici, ce n'est pas une étoile, c'est une galaxie. Donc, l'amas de galaxies dans lequel nous nous trouvons s'appelle très prosaïquement le groupe local. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai représenté ici parce qu'on ne veut pas l'observer de cette manière-là. Mais voilà, de telles structures contiennent des galaxies comme la nôtre que je montre ici donc en focalisant sur une galaxie. Et cette image doit vous être familière hein, parce que il se trouve que c'est là où nous habitons, hein, très, très précisément, le Soleil se trouve ici, donc c'est la Voie lactée. À l'échelle inférieure, on retrouve les étoiles, donc effectivement les briques élémentaires de l'univers, donc l'objet de mes recherches. On voit aussi que l'intérêt des étoiles, en fait, c'est que ce sont elles qui produisent la lumière et qui nous permettent de tracer un petit peu tous ces astres qui sont visibles par nos télescopes. Et donc, ces étoiles, cette lumière émise par les étoiles, c'est fondamental parce que ça nous permet d'étudier de manière générale tous les phénomènes visibles qui animent l'univers. Mais comment ces étoiles produisent-elles cette lumière? Eh bien, ce sont les réactions de fusion nucléaire qui ont lieu au cœur des étoiles, qui, en transformant les éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium en des éléments plus lourds, vont fournir l'énergie nécessaire au rayonnement de ces étoiles. Et donc, c'est ce qui fait que les étoiles brillent. Alors, je présente ici la classification périodique des éléments. Donc, en gros, en fait, ça contient tous les éléments chimiques qui composent la matière connue. On a les éléments plus légers comme l'hydrogène et l'hélium ici. Il se trouve qu'en fait, l'univers est constitué principalement par ces deux éléments-là. On a les éléments plus lourds ensuite, donc vers le bas de la classification. Il faut savoir que la quasi-totalité de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers ont été produits dans les 2 premières minutes suivant le Big Bang. Les éléments plus lourds, tels que le fer qui constitue notre sang, l'oxygène que l'on respire, ou encore le silicium qu'on retrouve dans nos téléphones ou nos ordinateurs, sont fabriqués à partir de l'hydrogène et de l'hélium dans le cœur des étoiles. Alors, ça permet, donc cette fusion nucléaire, ça permet aux étoiles de briller jusqu'à leur mort, au moment où elles vont restituer les éléments produits dans le milieu interstellaire. Par exemple, les étoiles massives vont terminer leur vie de manière catastrophique. Elles vont exploser en supernova et enrichir alors l'univers en éléments lourds. Alors, je montre ici, pour illustration, une image de Hubble de la supernova 1987A, avec cet anneau ici de matière qui a été expulsé lors de l'explosion et l'onde de choc créée par l'explosion dans la région interne ici. Et donc, c'est cette propriété des étoiles à produire la matière dont nous sommes constitués qui permet de dire que nous sommes toutes des poussières d'étoiles. Alors, je m'excuse de montrer ici une figure masculine dans cet exposé, mais la réalité, c'est que c'est ce monsieur qui m'a donné envie de faire de l'astrophysique quand j'étais petite, Hubert Reeves. Et quand j'étais petite, les scientifiques qui occupaient l'espace médiatique, ils ressemblaient plutôt à ce monsieur. Hein. On peut espérer qu'aujourd'hui, on a d'autres figures d'exemples en astrophysique, et en particulier avec Françoise Combe, qui est médaille d'or du CNRS et donc qui a gagné en quelque sorte l'équivalent du Nobel français de physique. Alors, vous l'aurez compris, ce qui se passe au cœur des étoiles est fascinant. Enfin, du moins, moi, ça me fascine. Mais malheureusement, en fait, l'information qui est accessible directement lorsqu'on observe les étoiles et qu'on analyse la lumière qu'elles émettent, c'est une observation de surface hein, qui est mise juste en dessous ici de la surface, à un endroit qu'on appelle la photosphère. Les photons qui nous parviennent, hein, qui constituent la lumière visible, ils sont issus de ces couches très superficielles de l'étoile. Et c'est là où les photons peuvent échapper à l'interaction avec la matière qui constitue l'étoile. Donc, comment réussir à voir à l'intérieur des étoiles? Bien, voir à l'intérieur des étoiles, c'est possible grâce à l'astérosismologie.
c'est l'étude des vibrations, des oscillations des étoiles. Autrement dit, c'est les tremblements d'étoiles. Alors, de la même manière que la géosismologie, l'étude des séismes, donc en géosismologie, l'étude des séismes nous a permis de déterminer la structure interne de la planète Terre. Bien, l'astérosismologie permet de sonder l'intérieur des étoiles. Il faut imaginer les effets de ces oscillations. Ici, vous voyez, vous avez des petites surfaces. Imaginons que la couleur bleue signifie qu'on a cette petite surface qui va être en dilatation, donc qui va bouger vers l'extérieur, tandis que cette petite surface rouge va aller plutôt vers l'intérieur. Et donc, c'est des pulsations globales comme ça qui animent l'étoile. Eh bien, ces petites pulsations, en fait, elles vont provoquer des petites variations de lumière en surface qui peuvent être mesurées par nos télescopes. Alors, ce sont des variations vraiment infimes de l'ordre du millionième hein, sur l'intensité totale émise par l'étoile. Et donc, pour les observer, il faut aller dans l'espace avec des satellites tels que le satellite français COROT, satellite du CNES, ou le satellite américain Kepler, un satellite de la NASA, dont je montre ici un petit peu une vue d'artiste. Alors, ce qu'on mesure grâce à ces satellites, c'est ce qu'on appelle un spectre sismique. C'est un petit peu comme un électrocardiogramme de l'étoile, en fait. Ça nous donne l'ensemble des fréquences de vibration de l'étoile et les caractéristiques de ce spectre, leur régularité, c'est directement relié aux propriétés internes de l'étoile. Et donc, mon travail, ça consiste à faire des modèles théoriques et à les confronter à des observations semblables à celles-ci pour en tirer des enseignements quant à la structure du cœur des étoiles. Et encore une fois, connaître la structure du cœur des étoiles, c'est essentiel parce que c'est ce qui s'y passe qui dicte la vie des étoiles, ce qu'on appelle l'évolution stellaire. Par exemple, on pense qu'il existe des processus physiques qui vont apporter de l'hydrogène supplémentaire au cœur des étoiles, hein, une sorte de mélange qui va comme ça amener de l'hydrogène depuis l'enveloppe vers le cœur. Et ça va augmenter la quantité de fuel, la quantité de fuel disponible pour la fusion, et donc ça va augmenter drastiquement la durée de vie d'une étoile. Et donc pour connaître l'âge des étoiles, c'est essentiel de sonder le cœur. Et connaître l'âge des étoiles, ça peut permettre de connaître l'âge d'amas d'étoiles, l'âge de galaxies, etc. C'est vraiment important en astrophysique. Donc, selon le type d'étoile auquel on s'intéresse, on peut avoir des oscillations de nature un petit peu différentes qui vont donner accès à des régions différentes à l'intérieur de l'étoile. Par exemple, dans le Soleil, on a accès uniquement à des oscillations de pression, hein, dont je donne ici une représentation avec une coupe interne d'une étoile modélisée, on va dire. On appelle aussi ces oscillations de pression des oscillations acoustiques. C'est celles qui sont présentes, par exemple, dans un tuyau d'orgue. Une orgue dans une église présente de nombreux tuyaux différents. Et selon la taille du tuyau, on va avoir une note différente. Eh bien, en fait, c'est pareil dans les étoiles. Une note, c'est une fréquence d'oscillation. Et ces oscillations, en particulier ces oscillations acoustiques, elles permettent d'avoir une idée des dimensions de l'étoile, comme la note d'un tuyau d'orgue est liée à sa longueur. Malheureusement, en fait, ces oscillations acoustiques, comme celles qu'on voit dans le Soleil, elles n'atteignent pas le cœur stellaire. Donc, on n'a pas d'informations sur tous ces mécanismes dont je vous parlais au transparent précédent. Alors, il y a un autre type d'oscillation qu'on trouve dans les étoiles un petit peu plus massives que le Soleil, à peu près 2 fois plus grosses que le Soleil. C'est les oscillations de gravité. Alors, ces oscillations, elles sont des parties un petit peu plus internes de l'enveloppe stellaire, et on les trouve donc dans ces étoiles qu'on appelle les étoiles Gamma Doradus. Alors, ces étoiles Gamma Doradus, elles ont un succès fou depuis une petite dizaine d'années, parce que justement, leurs modes de gravité ont pu être observés avec une grande précision que récemment, grâce aux observations du satellite Kepler dont je vous ai parlé précédemment. Ça a occupé pas mal de physiciens stellaires, y compris moi-même, et ça nous a permis de déterminer les caractéristiques internes de ces étoiles, comme par exemple la vitesse de rotation dans les couches profondes. Les différentes couches de l'étoile tournent à des vitesses différentes.
Donc, on peut avoir une information là-dessus grâce à ces oscillations de gravité. Voilà, d'autres informations. Par exemple, on sait que les étoiles, ce sont des corps qui ne sont pas homogènes en densité. On a des corps très, très denses au cœur et moins denses en surface. Eh bien, ces modes d'oscillation nous ont permis de déterminer ces profils de densité. Mais encore une fois, ces modes ne pénètrent pas le cœur de ces étoiles. Par contre, il y a à peu près 2 ans, je me suis aperçue que dans les fréquences de ces modes d'oscillation que l'on mesure avec le satellite Kepler, eh bien, ce spectre de fréquences, il était perturbé par un mécanisme qui était inconnu. Et dans plusieurs étoiles, on mesurait une variation de la régularité de ces fréquences d'oscillation des modes de gravité, mais on ne savait pas l'expliquer. Il y a eu des collègues japonais qui ont tenté d'expliquer que c'était dû à un effet indirect de la rotation donc sur ces oscillations. Mais moi, je savais que ce n'était pas possible. En fait, pendant ma thèse, j'ai développé un modèle théorique qui permettait de déterminer l'effet de la rotation sur ce type d'oscillation. Et dans mes modèles, je voyais bien que ça ne collait pas. Et alors, dans une étude récente, du coup, menée avec une équipe de chercheurs de Toulouse, de Liège et de Tokyo, j'ai réussi à montrer qu'en fait, cette perturbation des oscillations de gravité était due en fait à un troisième type d'oscillation, les oscillations inertielles. Et ces oscillations, on ne peut pas les voir directement parce qu'elles sont piégées vraiment dans le cœur convectif de ces étoiles Gamma Doradus. Mais en fait, on peut les voir indirectement et leur signature est présente dans le spectre des modes de gravité qui sont juste au-dessus et qui sont perturbés par interaction avec ces modes dans le cœur. Et donc, l'interprétation de cette signature, elle est caractéristique de ces modes-là et elle permet directement d'arriver à des contraintes physiques sur la constitution du cœur de ces étoiles, la rotation, etc. Donc voilà, donc c'est grâce à ces modes inertiels qu'on a découverts depuis peu, ben, on a enfin accès au secret des corps stellaires. Voilà, c'était la conclusion. Eh ben, merci beaucoup, Rita. C'est vrai, enfin, pour moi, bon, j'imagine qu'il y a des scientifiques aussi, je suis, pour ma part, je découvre un monde, mais je retiens que nous sommes quand même des poussières d'étoiles, ce qui n'est pas rien. Et en tout cas, je te remercie pour cet exposé. Et cette manière de nous mettre vraiment la tête dans les étoiles. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est malheureusement en 2-3 minutes maximum chacune, nous dire quel serait votre, bon, au-delà des obstacles que vous avez pu rencontrer et du fait que les femmes restent minoritaires dans l'ensemble dans l'ensemble des sciences, hein, selon les sciences, entre 20 et 40% globalement des effectifs et après au niveau des postes, ça dépend, les chercheurs c'est très peu, en astrophysique c'est très peu, en neuropsychologie il y en a plus, mais enfin voilà, donc nous dire les unes et les autres quelle serait pour vous la recommandation que vous feriez dans votre domaine pour aller plus vite et mieux vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Rita, est-ce que tu peux nous dire ta recommandation, ta priorité, même si on sait déjà que tu as pris le taureau par les cornes en créant le groupe femmes de l'Observatoire de Paris? Oui, alors bon, j'avais préparé 10 minutes. Et oui, malheureusement, ça va être un peu court là. Là, ça va être un peu court. En fait, je voudrais juste dire que, comme souvent pour moi, l'engagement féministe, il a succédé à un déclic, à une sorte de conscience qui s'est passée à un moment précis. Et pour moi, ça a été le moment où je suis arrivée au Danemark en post-doctorat. Parce qu'avant ça, j'étais en thèse en France, une thèse dirigée par une femme, Marie Jo Goupil,
avec un groupe de chercheurs et de chercheuses où il y avait des figures d'autorité féminine très fortes. En physique stellaire, on a cette chance. Et par contre, quand je suis arrivée au Danemark, en fait, eh bien, je me suis retrouvée dans un département de physique où sur 40 professeurs associés ou professeurs de plein droit, il y avait une femme. Et ça a été extrêmement violent pour moi de constater ça, et ça a déclenché voilà, une certaine conscientisation. Et je me suis demandé, en fait, pourquoi est-ce que ça a été... enfin, j'étais très étonnée d'avoir ce déclic-là au Danemark, parce que je m'attendais à ce que les pays scandinaves soient bien plus avancés que nous sur ces questions-là. Et en fait, en me posant la question du pourquoi, j'ai compris que, du moins dans mon domaine de recherche en France, on a des structures de pouvoir qui sont en réalité assez collégiales. On a beaucoup de travail d'équipe. Et en fait, ce n'était pas le cas du tout au Danemark. En fait, au Danemark, on a des chefs de département qui sont nommés à vie. En fait, donc la fonction va avec leur poste quand ils sont embauchés. On a voilà, de la cooptation par les pairs. On a ce genre de choses qui fait que on a des structures de pouvoir extrêmement masculines, quoi, et très, très verticales. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux aspects qui étaient absolument nécessaires pour lutter contre les discriminations faites aux femmes. Il y a un aspect, en fait, je dirais, structurel et institutionnel qui est lié voilà, à la façon dont, enfin, à la gouvernance, et dans le monde académique, en ce qui nous concerne, la gouvernance de la recherche. Et je pense que là, on a des structures collégiales, où on a, donc, par exemple, en France, on a des structures nationales avec des comités qui sont élus tous les 5 ans maintenant. On a une alternance, et nécessairement, on a voilà, des femmes qui arrivent dans les comités, on casse un petit peu les structures mandarines, et ça, c'est absolument important. Voilà, je voulais juste conclure en disant que voilà, pour moi, il y a vraiment ces deux piliers-là qui sont essentiels. Et donc, il y a le fait d'essayer de garder une recherche, enfin, des structures de gouvernance de la recherche qui soient démocratiques, collégiales, et aussi un financement de la recherche de base qui permettent voilà, à tous et toutes d'explorer des domaines les plus divers possibles. Je dis ça aussi parce que, en fait, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui en France, on se tourne vers un modèle anglo-saxon de financement de la recherche de plus en plus, et on recrée, alors qu'ils avaient disparu, on recrée des mandarins, on recrée des équipes de recherche monocéphales extrêmement bien financées à côté d'autres équipes et d'autres chercheurs ou chercheuses isolés qui ne sont pas du tout financés. Et du coup, c'est comme ce que disait Claudine dans les années 30, hein, quand il y a de la précarité, pour les femmes, c'est 2 fois plus précaire. Voilà. Donc, je dirais, voilà, politique de gouvernance, essayer de réduire la précarité pour les personnes qui font de la recherche, ingénieurs, chercheurs, chercheuses, etc. Et puis, changer la culture à travers des associations comme le fait Femmes et Sciences, comme on est en train de le faire à la SF2A, la Société française d'astronomie et d'astrophysique, et comme on essaye de le faire aussi, comme on commence à le faire à l'Observatoire, avec des programmes qui abordent différents aspects, des réunions non mixtes de femmes dans lesquelles la parole peut être libre, dans lesquelles voilà, on peut aussi se lier, créer de la solidarité, créer du réseau, du mentorat aussi entre les femmes plus expérimentées, plus avancées dans leur recherche, qui peuvent mentorer des jeunes femmes, des étudiantes. Et ça, c'est dans ce domaine-là, Femmes et Sciences fait un travail extraordinaire avec les docteurs, les doctorantes en particulier. On peut faire aussi des équipes de chasseurs de tête qui vont chercher les femmes pour les pousser à être promues dans les campagnes de promotion annuelles du CNRS, des universités, etc.
On peut faire, évidemment, il faut absolument faire de la sensibilisation. Bien sûr. Travailler avec les anthropologues, les sociologues pour diffuser voilà, une certaine façon de voir ce problème. Et nous, on Bien a sûr. la chance, en tant que chercheuse et d'enseignante-chercheuse, de pouvoir faire aussi des actions envers les plus jeunes et les jeunes filles. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on sait que en fait, c'est vraiment au niveau du collège, quand on demande aux jeunes filles d'illustrer ce qu'elles voient concrètement derrière le mot scientifique, eh bien, en fait, on voit que là où c'est à peu près, je crois, peut-être 40% en sixième, je crois que ça tombe à 15% en Oui, troisième. Donc là, absolument. vraiment beaucoup C'est-à-dire, de travail à faire au collège pour convaincre les jeunes filles qu'elles peuvent être scientifiques si elles le veulent oui. et travailler. Merci. Merci beaucoup, Rita, pour cette note là aussi cette piste de travail. C'est-à-dire il faut travailler au corps les stéréotypes, y compris effectivement chez les plus jeunes. C'est très important.